You're nothing, Chancellor. Got a theory, could be bunnies. And you never say thank you. That's what the money is for! Winter is coming. Go. The danger. I am the one who knocks. I think that I may be the voice of my generation. Suit up. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je m'appelle Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve ma Sporus, ma Greg, ma Tomlette. Tu vas te castrer pour moi, c'est ça? Je crois que c'est l'inverse. Ouais, super. Donc, c'est moi qui vais me castrer du coup pour toi. Exactement. Ok, super. Marie Telling, salut Marie. Salut Anaïs. Alors, il faut avoir vu la saison 3 de Succession pour comprendre cette blague. Donc, vous l'aurez compris, si vous n'avez pas vu la saison 3, revenez plus tard parce que cet épisode n'aura aucun intérêt pour vous. Dans ce nouvel épisode de PIC TV, on débriefe le phénomène télé de ces dernières années, Succession, et en particulier sa saison 3 qu'on attendait avec impatience après un retard d'1 an dû à la pandémie. La saison s'est terminée en décembre et on a voulu vous laisser un peu le temps de reprendre vos esprits avant de l'analyser en profondeur parce que oui, vous l'aurez compris, cet épisode contiendra des spoilers. On va revenir en détail sur tous les rebondissements de la saison 3 et en particulier l'incroyable dernier épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic cette semaine ? Alors mon pic, c'est que pendant les fêtes, j'ai revu la série Malcolm qui était diffusée dans les années 2000 entre midi et 2 sur M6 et c'est vrai que à cause de cette diffusion et de ce créneau horaire, on pourrait penser que Malcolm c'est un peu une sitcom vite oubliable. Mais en fait, pas du tout. C'est assez brillant. En la revoyant, c'est pas la première fois que je la revois. Et là, vraiment, en la revoyant une nouvelle fois, c'est tellement drôle, c'est tellement bien écrit. C'est hyper bien joué. Il y a Bryan Cranston qui est dans le rôle du père, qui après a joué dans Breaking Bad. Mais pour moi, il est encore meilleur dans ce rôle-là. Et vraiment, c'est un plaisir à revoir. Donc, pour tous ceux qui étaient fans à l'époque, je recommande de se replonger dedans. Et pour ceux qui ne l'ont jamais découverte, vraiment, c'est à regarder. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic ? Moi, mon pic, c'est un pic d'impatience pour une nouvelle série qui est sortie aux États-Unis mais qui n'a pas encore de date de diffusion en France. C'est Station Eleven qui vient de sortir sur HBO Max. C'est une série adaptée d'un roman de Emily St. John Mandel qui était un de nos livres préférés de ces dernières années. Mm-hmm. C'est un roman post-apocalyptique. Ça démarre avec une pandémie, ce qui peut être un peu traumatisant à la fois quand on lit le début du bouquin et sans doute aussi quand on commence la série. Mais en fait, après, ça devient tout de suite quelque chose de très prenant et de très poétique. Donc, j'ai très hâte de voir cette série. En plus, dedans, il y a Mackenzie Davis qui est Bae absolue, qui est jouée dans Halt and Catch Fire, entre autres choses. Et voilà, les critiques aux États-Unis sont dithyrambiques. On aimerait bien que la série arrive en France parce que je pense que ça pourrait être un énorme succès. Donc voilà, s'il vous plaît, si quelqu'un travaille quelque part d'important en France, diffusez cette série. Bah déjà, c'est une série HBO Max et ce serait bien que HBO Max arrive en France en fait. C'est clair. Ou qu'il y ait un accord avec une chaîne comme HBO là avec OCS quoi. Cette semaine, on parle de Succession, la saison 3 de Succession plus précisément. Avant de rentrer dans les détails, Marie, est-ce que tu peux resituer un petit peu la série ? Déjà, je voulais signaler qu'on a déjà fait un épisode sur Succession et donc si vous voulez vous plonger dans les 2 premières saisons et de tout ce qu'on a eu à dire sur la série, vous pouvez l'écouter. Succession, c'est l'histoire d'une succession. C'est l'histoire d'une famille de milliardaires avec un patriarche, Logan Roy, qui est joué par Brian Cox, qui est un tyran, mais un tyran brillant en affaires et en manipulation, et qui a 4 enfants, dont 3 enfants qui se disputent un peu pour la succession, mais aussi pour l'affection du père. Et c'est une sorte de tragicomédie autour de cette envie d'être aimé par le père et aussi d'être à la hauteur de ses attentes. Et ils ne peuvent vraiment jamais être à la hauteur de ses attentes parce qu'il n'attend rien d'eux, quoi. C'est un peu Game of Thrones, mais dans le monde des médias à New York de nos jours. Oui, ce qui a souvent été dit, c'est que c'était inspiré par Rupert Murdoch. Et ça a été, le premier épisode a été réalisé par Adam McKay, qui a réalisé, Don't Look Up, qui est sur Netflix, dont tout le monde parle, mais qui a aussi réalisé Anchorman ou The Big Short. Vice. Voilà. Et le créateur de la série, le scénariste, c'est Jesse Armstrong, qui lui avait travaillé sur The Thick of It en Angleterre, qui était un peu la série anglaise qui a donné après VIP. Donc c'est une série très politique et avec un humour très acide, très vif. Et une satire, en fait, et on retrouve vraiment cet humour-là dans Succession, qui est plus un drame familial, mais qui a vraiment ses pointes d'humour très efficaces. C'est marrant que tu dises ça, parce que
Moi, je suis arrivée ici en me disant que je pense que les gens oublient que c'est une comédie Succession. Ouais. En fait, pour moi, c'est une comédie qui a des accents shakespeariens et qui a vraiment une trajectoire tragique et des moments d'émotion très très forts. Mais ça reste une série qui, comme VIP, va enchaîner les répliques cinglantes vraiment à la seconde, qui est même filmée comme une comédie. Il y a ce style très particulier avec des zooms très rapides. Il y a plusieurs caméras qui filment en même temps pour essayer de capter les réactions à l'arrière-plan, par exemple, pendant qu'il se passe quelque chose au premier plan. Clairement, le format, c'est un format de série dramatique. C'est pas un format de série comique en termes de longueur d'épisodes, déjà. C'est des épisodes d'1 heure, en règle générale, ou 50 minutes. Et c'est filmé, comme tu dis, il y a des moments de comédie où justement on fait des gros plans sur des gens, des choses comme ça, mais quand même, la façon dont c'est léché, c'est pas du tout comme les documentaires de ces dernières années ou comme une sitcom. C'est filmé avec une patte prestige qui est caractéristique des drames en règle générale et des séries dramatiques. Mais toute la question de est-ce que c'est une comédie, est-ce que c'est un drame, c'est marrant parce que Jeremy Strong, c'est celui qui joue Kendall Roy, donc le fils aîné, pas vraiment, mais le deuxième fils aîné. Il y a eu un profil sur lui dans le New Yorker qui a beaucoup fait parler. Il y avait en fait cette question de est-ce que c'est une comédie ou un drame, ou même une tragédie carrément. Et lui, en fait, qui se prend très au sérieux. Le journaliste lui dit « Mais c'est une comédie, Succession ». Et il lui répond « Une comédie comme King Lear est une comédie ?» Parce que lui, pour lui, il le perçoit vraiment pas comme ça. Il le perçoit comme une tragédie. Et c'est vrai que ça peut être vu des deux côtés, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a des aspects extrêmement tragiques, mais que c'est très drôle. Ouais, c'est pour ça que je soulevais ce côté amusant, parce que je pense que c'est un débat sans fin et que c'est ça qui fait qu'on aime autant la série. C'est qu'il y a des gens qui vont dire que c'est plutôt une comédie, des gens qui vont dire que c'est plutôt un drame. La réalité, c'est effectivement que c'est les deux. Et c'est une série assez unique en ce sens-là, même si elle a effectivement tous les marqueurs d'une série de prestige. Dans son ton, en fait, elle va vraiment sans cesse bouger. Et ça, je trouve que c'est très appréciable. Moi, un autre truc que j'aime beaucoup dans Succession, c'est que c'est très épisodique. En fait, on a des séries actuellement qui sont de plus en plus avec un arc sur toute une saison. Mais du coup, si on prend un épisode en particulier, on va rien comprendre. Et l'épisode seul, en tant qu'objet artistique, va pas avoir tant d'intérêt que ça, quand il n'est pas replacé dans le contexte de la saison. Alors que Succession, il y a évidemment un arc narratif de saison en saison. Mais dans chaque épisode, souvent, ils sont dans un lieu différent. Et il y a un conflit à régler dans cet épisode-là. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très appréciable parce que ça me rappelle plutôt la télé d'antan, entre guillemets, dit la meuf qui a 30 piges. Voilà, c'est un format qui reste plus traditionnel et que je trouve très, très appréciable. Et en plus, c'est diffusé semaine par semaine, ce qui est aussi quelque chose qui se fait de moins en moins et que j'aime beaucoup parce que ça suscite beaucoup de conversations, justement, entre chaque épisode. Parfois trop, mais... C'est clair. On a un peu fait une overdose cette année. Surtout que la saison 3 a été retardée pendant 1 an à cause de la pandémie. Ce qui a fait que beaucoup plus de gens se sont mis à la série parce qu'il y avait eu un énorme buzz dans la saison 2, donc plein de gens l'ont rattrapé en se disant bon bah j'ai le temps avant que la saison 3 commence, mais ça a aussi créé des attentes complètement démesurées. S'il y a eu autant d'attentes, c'est parce que le final de la saison 2 était assez incroyable. Les finales, en règle générale, dans Succession, sont vraiment spectaculaires et à la hauteur de toutes les attentes, voire plus. Et dans la saison 2, en fait, le père, Logan, était prêt à sacrifier son fils, Kendall, parce qu'il y a un scandale dans la compagnie et il est prêt vraiment à sacrifier son fils sur l'autel de la compagnie et tout le monde est un peu choqué par ça. Et Kendall y va, ils sont en plus sur un yacht. Les décors sont toujours magnifiques. Ouais. Ça donne envie d'être riche. Et donc, Kendall va à une conférence de presse et on pense qu'il va faire harakiri pour son père. Et en fait, pas du tout. Il sort un dossier et il dit que son père savait depuis des années pour le scandale des croisières. C'est un scandale de crimes sexuels qui sont passés sur des bateaux de la compagnie. Et il trahit son père en public. The truth is that my father is a malignant presence, a bully and a liar. And he was fully personally aware of these events for many years and made efforts to hide and cover up. This is the day his reign ends. Et il lui tourne complètement le dos. Et c'est un énorme rebondissement et c'est sur ça que la saison se finit. Donc forcément, on n'avait qu'une envie, c'était savoir la suite, quoi. C'est clair. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont eu du mal à commencer Succession ou qui n'ont carrément pas envie de regarder cette série parce que tous les personnages dedans sont horribles, c'est vrai. Et que donc, il n'y a pas de raison de regarder une série dans laquelle tous les personnages sont des odieux connards. Comment ça se fait qu'on arrive à prendre du plaisir en regardant cette série alors qu'on sait que tous les protagonistes sont odieux ? Déjà parce que je pense qu'au fond de nous, on est tous un tout petit peu odieux aussi et qu'on retrouve un tout petit peu de notre connardise, mais fois 1000 chez ces personnages-là et qu'il y a un côté très fun à regarder des connards
C'est toujours beaucoup plus fun, je suis désolée, de regarder des gens horribles être drôles et s'écharper à la télé que regarder des gens super sympas, super gentils et bienveillants. Juste, ça rend l'action beaucoup plus intéressante. Et puis, je pense qu'il y a une fascination aussi avec ces personnages de milliardaires ultra-capitalistes qui bouffent un peu tout le monde et qui vont à l'encontre de toute la morale. Il faut pas oublier que Succession, c'est quand même une satire. Et que effectivement, il y a beaucoup de personnages odieux et il y en a aucun qui est vraiment parfaitement droit. Ça, c'est sûr. Il y en a pas dans la série, alors qu'il peut y en avoir peut-être dans d'autres séries, même comme VIP, où on va avoir des personnages qui sont plus sympathiques au premier abord. Mais ça reste une satire. Le principe d'une satire, c'est aussi de se moquer des gens au pouvoir. Donc, il y a quand même une jouissance là-dedans. Surtout que, effectivement, ils sont très, très riches. Mais ce qui est fou dans cette série, c'est qu'ils ne sont jamais, 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 jamais heureux. Enfin, il n'y a jamais un seul moment de bonheur pour qui que ce soit, à part peut-être Connor, qui est un peu... lui, il kiffe sa vie, il hyper décante son vin, il est content. Il achète la bite de Napoléon. Voilà, la bite séchée de Napoléon. Mais sinon, globalement, c'est quand même des personnages qui sont tous plus malheureux les uns que les autres. Et ils sont certes très riches, mais en fait, il y a vraiment très peu de moments d'euphorie ou même de légèreté ou de joie dans la série. Ils sont tout le temps en train de subir des humiliations, des mauvais mots de leur famille en plus, des trahisons. Donc je pense que ça rattrape aussi un petit peu le fait qu'ils sont odieux parce qu'on les voit jamais trinquer en disant « Haha, on est vraiment les maîtres du monde et on vous l'a bien mis à l'envers, quoi ». Avant de rentrer dans les détails de la saison 3, Marie, les attentes étaient très élevées. Est-ce que cette saison a été finalement à la hauteur de tes attentes ? Si tu m'avais posé cette question à l'avant-dernier épisode, peut-être avant la diffusion de l'épisode 8, mettons, ou de l'épisode 9, je t'aurais dit non. Parce que j'étais un peu lassée. D'ailleurs, en fait, on a eu les screeners en avance. On a eu 7 épisodes avant tout le monde. Mais au final, j'ai vu un épisode en entier et c'est tout. Et après, j'ai un peu rattrapé tout mon retard vers la fin de la saison parce que je me suis dit, bon, de toute façon, il faut que je le regarde. Alors que j'adore la série, Mais je trouvais que ça traînait un petit peu au début. Je voyais pas trop où ils voulaient en venir. Surtout, je trouvais que c'était moins drôle. Enfin, c'était toujours drôle, mais il y avait moins les moments qu'il y avait eu dans les saisons précédentes. Et en fait, je trouve que le final a été tellement réussi, tellement bien écrit et tellement cathartique. J'ai compris en fait tout ce qu'ils ont fait pendant la saison. Et maintenant, revoir la saison à l'aune de tout ça, pour moi, ça fonctionne très très bien et ça a même dépassé mes attentes. Mais au début, non. Moi, je suis un peu moins dure que toi. J'ai trouvé qu'il y avait un petit coup de mou à un moment au début de la saison. Mais je pense que le plus gros problème de la saison, malheureusement, c'est un peu obligatoire en termes de narration, mais c'est que Kendall, qui est un peu notre héros dans la série, est isolé du reste des personnages parce que justement, il a essayé de trahir son père à la fin de la saison 2 et il passe quasiment toute la saison seul. Et je pense qu'on perd quand même une des dynamiques les plus importantes de la série. Quand ils sont tous ensemble, en fait, on le voit, ça crépite vraiment à chaque réplique. Les acteurs ont une super alchimie entre eux. Enfin, ça fonctionne très bien. Surtout les frères et les sœurs entre eux, quoi. Là, ils sont très isolés les uns des autres. Ouais, voilà. Et je pense que ça, c'était problématique pour la série, même si je comprends pourquoi ils l'ont fait. Ouais. Et comme tu le dis, le final éclaire tout le reste de la saison et on comprend parfaitement quelle a été la trajectoire. Et je me demande s'il n'y a pas eu aussi peut-être des changements de plan liés à la pandémie qui ont fait que les 3-4 premiers épisodes mettent un petit peu de temps à démarrer. Par rapport à ce que tu disais, par rapport à Kendall, qu'il est isolé, il est aussi beaucoup moins sympathique. Il devient assez détestable en fait au fil des épisodes, jusqu'à la fin où justement il y a un moment au contraire où il nous brise le cœur, quoi. Mais il y a un côté, oui, c'est limite trop cringe de le regarder. Moi, c'était ça aussi, c'est que j'en pouvais plus. Je me disais, mais mec, ressaisis-toi. Ouais, on va en parler justement, puisque la saison démarre pile poil là où la saison 2 s'était arrêtée, avec Ken qui vient de donner cette conférence de presse, de dénoncer les agissements de son père. Et il est un peu en PLS, enfin, il est littéralement en PLS, dans une baignoire, en train de se dire, qu'est-ce que j'ai fait ? On sent qu'il mesure pas encore totalement ce que ça représente d'avoir trahi toute sa famille. Et effectivement, il va partir dans une spirale assez infernale dans toute la saison où il va aller de plus en plus mal. On ne sait pas trop s'il est encore sobre ou pas. On voit quand même qu'il est California sober, quoi. Il boit du champagne. On ne sait pas trop exactement à quel point il a rechuté. Il n'est entouré que de yes men, enfin que des gens qui valident tout ce qu'il dit et qui l'encouragent à encore plus à faire des bêtises. Et il est extrêmement malaisant. Qu'est-ce que tu as pensé de sa trajectoire ? C'est très marrant, en vrai. Il y a plein de moments où, en même temps, c'est très gênant et j'avais envie de m'enterrer 6 pieds sous terre en voyant ça. Donc, il y a des moments où c'était limite trop dur de regarder. Mais les répliques. Mais vraiment... Je veux mettre un thermomètre dans le cul de l'opinion publique. C'est non, génial. Mais c'est ça. Et puis surtout, par exemple, quand il dit il est dans un trip, je suis un mec bien, en fait. Il veut vraiment montrer que lui, il n'est pas comme son père, il n'est pas comme sa famille et que lui, il est woke.
et il devient une caricature de ça. Et j'adore, à un moment, il dit « Je veux pas que mes tweets soient chiants, il faudrait embaucher un des scénaristes de BoJack Horseman pour écrire ce tweet. » Sure, you go. Okay. But I think So- the headline needs to be "Fuck the weather, we're changing the cultural climate." So, Well, the I important may as well say, on a dumb level, I'd like my Twitter to be off the hook. This could all get super earnest, so I was thinking of hitting up some BoJack guys. You know, some of the Lampoon kids, just to smash that shit, make my feed a little powder keg people need to check in with. Like, before I get my media monitoring in place, I might need you to slide the socio-political thermometer up the nation's ass and take a reading. Okay? I'll get seasick. Just feed me the Mais c'est vrai qu'on le voit complètement s'effondrer au fur et à mesure de la saison. Il commence où il pense qu'il est Il a un complexe de supériorité. Oui, voilà, il pense qu'il est dans une position hyper forte et en fait, il est hyper isolé. Et plus la saison va avancer, plus toute cette espèce de vernis de je suis woke, je suis meilleur que ma famille, et je vais tous les écraser, se disparaît totalement, Je quoi. suis en train de rire parce qu'à un moment, il dit « Je suis devenue post-fragile, plus rien de matin ». Et c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire qu'il est, comme tu l'as dit au début, il est extrêmement pathétique, mais il se donne cette image de mec que plus rien n'atteint, alors qu'on sait qu'il est complètement détruit, quoi. Ah bah oui. Et c'est horrible, mais quand il dit « Je suis post-fragile », c'est vraiment génial. Et il attire limite, parce qu'on sent qu'il a une énorme haine de soi aussi, parce que, on l'a pas dit, mais il a été impliqué dans la mort d'un serveur à la fin de la saison 1. Son père a utilisé ça contre lui. Voilà, et depuis, en fait, il a cet accident qui plane au-dessus de lui parce qu'il a peur que ce soit révélé. Et parce qu'il a une culpabilité aussi. Voilà, et qu'il n'arrive pas à s'en remettre. Et donc là, il a une haine de soi énorme qu'il n'arrive pas à gérer. Et donc, quand il se retrouve dans cette position, il attire, il demande à ce qu'on l'insulte. limite. Oui, c'est horrible. Il lise les pires tweets sur lui. Et il fait genre, on trinque aux tweets horribles sur moi et tout ça, comme s'il était tellement cool qu'il accepte qu'on se foute de sa gueule. Mais en même temps, tu vois, Jeremy Strong joue très très bien. Ouais. Et tu vois à chaque fois qu'il est au bord du gouffre et qu'il sourit, mais vraiment qu'il ne pense pas vraiment, quoi. D'ailleurs, pour les gens qui écoutent Ami, il y a un des tweets qui dit que c'est un Ross au rabais. Et franchement, moi, je le trouve aussi bien cross. On va en parler justement de Jeremy Strong parce qu'il a gagné un Emmy en 2020 pour cette performance et tu l'as dit, il y a eu ce portrait de lui qui est sorti récemment qui a créé beaucoup de buzz parce que, moi je suis désolée les gars, mais je savais depuis très longtemps qu'il était comme ça, Jeremy Strong. Mais oui, c'est connu. Voilà, dans toutes les interviews qu'on lit de lui, en fait, il a un côté... Il cite Faulkner. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais moi je trouve que ça fait pas prétentieux, ça fait juste mec hyper deep et intellectuel. Parce que je l'adore. Et non, mais il est un peu perché, il est sur sa planète et il prend son métier très au sérieux. Mais pour moi, je pense pas qu'il se prenne lui-même très au sérieux. Je pense juste qu'il est complètement perchos sur ce que son métier représente dans sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'article, il y a plein de membres du casting qui disent « Ouais, parfois il en fait un peu des caisses », mais en même temps, ils sont cités. Donc pour moi, c'est pas de la médisance parce que clairement, ils sont assez open pour en parler et être nommés dans l'article. Ils s'entendent assez bien avec lui pour que lui puisse lire ces choses-là. Donc il y a plein de gens qui ont dit « C'est horrible, tout le monde doit le détester sur le plateau, il va sans doute être viré ». Enfin, ça a vraiment pris des proportions énormes. Alors que moi, quand j'ai lu l'article, honnêtement, j'ai pas trouvé non plus qu'il était si exécrable que ça dedans. Oui, mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est un peu comme la série. Est-ce que c'est une comédie? Est-ce que c'est une tragédie? Parce que l'article en lui-même a créé des réactions très différentes. C'est-à-dire que Jessica Chastain, qui a joué avec lui dans des films sur Aaron Sorkin, et Aaron Sorkin lui-même ont réagi à l'article en le défendant, en disant qu'il était génial, comme s'il était attaqué. Oui. Et il y a plein de gens, c'est vrai, qui se moquaient de lui. Et moi, c'est vrai qu'en lisant l'article, j'étais putain, mais je le supporterais pas 2 minutes. Il est insupportable. Moi, je l'adore. Mais après, toi, tu l'as lu, tu l'aimes bien et tu as continué à bien l'aimer après. Même moi, en fait, quand je le vois dans la série, je le trouve génial. C'est un très, très bon acteur. L'article m'a fait marrer, quoi, mais je n'ai pas développé une haine de lui. Et surtout, moi, j'irais plus loin que ça et je dirais que c'est parce que il a cette conception de son rôle et de son métier qu'il livre la performance qu'il livre. Et je pense qu'on dit souvent ça, on va défendre parfois des réalisateurs ou des acteurs qui ont des comportements abusifs, intolérables sur un plateau en disant « Ouais, mais c'est comme ça qu'il arrive à tirer le meilleur de lui-même, etc. » Là, en l'occurrence, il y a certaines anecdotes où tu sens qu'il gonfle un peu les personnes avec qui il travaille. Mais a priori, moi, ce que j'ai lu, ça me donnait pas l'impression qu'il était particulièrement toxique ou abusif. Et je pense que c'est parce qu'il a cette vision du personnage de Kendall qu'il est capable de livrer cette performance-là. Et c'est une performance qui est absolument incroyable. Et c'est une des meilleures performances qu'on a vues à la télé ces dernières années. Donc, pour moi, j'ai envie de lui dire, mec, éclate-toi. Hein. Non, mais t'as raison, c'est parce que le personnage de Kendall, ce qui est intéressant, c'est que quand il est marrant malgré lui. Alors que, par exemple, Roman est toujours drôle de façon volontaire. Il a des super punchlines, en fait.
Kieran Culkin dit dans l'article que lui considère ça comme une comédie et que c'est censé être drôle et qu'il comprend pas que Jeremy Strong trouve que c'est une tragédie. Mais c'est marrant parce qu'en fait, le personnage de Kendall n'est pas marrant. Ouais. Et il est persuadé d'être hilarant. C'est ça. Et du coup, le fait que Jeremy Strong le joue comme une tragédie, ça fonctionne très très bien parce que c'est un personnage tragique et un espèce de Calimero au milieu de tout ça. Enfin, Calimero, c'est pas forcément le personnage de tragédie le plus... Mais enfin, Oui, bon, aussi, c'est un peu ça. Ouais. Voilà, donc ça fonctionne très bien en fait qu'il ait cette approche, c'est vrai. Mais bon, voilà, moi je pense que tant que ça dérange pas les autres acteurs autour de lui ou les gens sur le plateau, qu'il est pas abusif, tant que c'est pas Jared Leto qui envoie des rats morts ou je sais pas quoi à ses coéquipiers ou qui a des comportements abusifs sur le plateau. Non, en vrai, il a l'air sympa, il a juste l'air épuisant, quoi. Ce qui est intéressant dans la structure de la série, c'est que chaque saison pourrait être consacrée à un de ses 3 enfants, les 3 enfants principaux, désolé Connor. Peut-être que moi je pense que la saison 4 ça va être sur Connor. Ce serait génial. Et donc la saison 1 était consacrée à Ken, la saison 2 tournait beaucoup autour de Shiv, et la saison 3, on sent que là c'est Roman qui a un peu pris le pouvoir parmi les 3, qui est le number one son, qui est l'expression est souvent utilisée par son père. C'est lui qui est un peu dans les petits papiers de son père, et on pense qu'il va réussir à doubler tout le monde à la fin. Finalement, c'est pas vraiment ce qui se passe. Non, mais c'est ça. En fait, c'est pas tant que la saison en elle-même est concentrée sur la personne, c'est que le père le choisit comme favori, en fait. Ouais. Et chaque saison, en fait, il a un favori différent. Et donc là, c'est Roman. Mais dès le début, enfin, je sais pas, tu te doutes bien que Roman ne va pas être... Enfin, c'est Roman, quoi. Il a 0 crédibilité. Moi, j'ai cru, hein, mais... Et je pense que la saison 4 sera sur les 3, en fait. Oui, bah oui. C'est Avengers, quoi, la saison 3. La saison 4, c'est vraiment... ça y est, ils sont tous ensemble, unis contre leur père. On l'a dit, ce qui compte vraiment le plus dans cette saison et ce qui a suscité le plus d'engouement, c'est la fin, les 2 derniers épisodes. Dans l'avant-dernier épisode, il y a 2 gros coups d'éclat. Gros, je ne sais pas si c'est le meilleur mot à employer, mais déjà, il y a... Déjà, il y a la dick pic de Roman qui entretient une relation que je trouve absolument fascinante avec Jerry, qui est l'employé de son père et qui est plus âgé que lui, joué par l'incroyable J. Smith Cameron. Dont le père dit qu'elle a 2000 ans dans la série. C'est clair, il dit c'est dégueulasse, pourquoi tu lui envoies une dick pic? Ouais, donc, parce qu'il faut resituer, il faut dire ce qui se passe. Voilà, Roman, en fait, honnêtement... Il y a un petit jeu de séduction entre eux, mais là, dans cette saison, ça vire un petit peu vers le harcèlement parce qu'elle n'arrête pas de lui dire non, on arrête ça, etc. Et lui continue. Parce qu'au début, elle l'encourageait quand même. Enfin, il y a eu des moments où elle disait non, mais après, elle le traitait de petite merde derrière une porte pendant qu'il se masturbait. Donc, Voilà, mais là, on sent, honnêtement, dans cette saison, on la sent pas très partante pour tout ça, alors que lui, pour le coup, il en rajoute des caisses. Il y a une réunion très importante, cruciale pour l'avenir de l'entreprise, et Roman fait un très bon coup. Son père est très fier de lui, et donc Roman prend une photo de sa bite, s'apprête à l'envoyer à Jerry en lui disant on va fêter ça ce soir. Sauf qu'au même moment, il reçoit un texto de son père qui lui dit bien joué, et donc au lieu d'envoyer la photo à Jerry, il l'envoie à son père. Et ça donne lieu à une des meilleures scènes de l'année, peut-être la meilleure scène de l'année, où du coup... De l'histoire de la télé. Ouais, voilà, on a l'impression que tout se passe au ralenti, en fait, où on voit son père qui ouvre le texto. Et les têtes, en fait, les têtes de Kieran Culkin successives, c'est absolument incroyable. Enfin, c'est une performance, mais époustouflante. Il s'écrase sur lui-même, en fait. Il est en train de vraiment... On a l'impression que c'est un ballon de baudruche que quelqu'un a percé avec une petite aiguille. C'est ça. C'est vraiment génial. Et c'est un peu le début de la fin. Pour Roman, pour Roman, voilà. Mais ça a toujours été un peu ce qui le... Ce qui l'empêchait d'atteindre toujours le sommet avec son père. Voilà, c'est qu'il est très immature, mais aussi immature sexuellement. Il y a un problème très clairement depuis le début, on sent qu'il y a des choses qu'il n'assume pas complètement. Il n'arrive pas à avoir une sexualité épanouie ou une sexualité tout court d'ailleurs, qui soit pas dans une espèce de rapport un peu pervers justement. Et là vraiment ça arrive à son paroxysme parce que c'est incroyable. Et cette scène quand je l'ai revue tout à l'heure, j'étais morte de rire. C'est horrible mais tellement drôle. Franchement, c'est marrant de la revoir parce qu'on peut respirer. Parce que vraiment la première fois, j'ai arrêté de respirer pendant 2 minutes, j'en pouvais plus. J'étais recroquevillée sur mon canapé. Are you a sicko? What is this? Jesus. Why do you send them? Okay, it's just, it's like, here's my dick. People just send each other pics of their dicks. People send each other pics of their dicks. Yeah, have you heard of dick pics, Dad? Well, we do publish a number of popular newspapers, so yes, son. We probably invented the fucking words. What interests you in Jerry, exactly? Jesus, Dad, I'm screwing around. I don't like things going on I don't know about. She's 1,000,000 years old. It's fucking disgusting. You're a laughingstock.
Et il y a un autre moment qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la fin de l'avant-dernier épisode où Kendall est vraiment, il a touché le fond, il a tout essayé pour faire tomber son père pendant toute la saison, il ne réussit pas. Toute sa famille est contre lui, ses frères et sœurs se moquent de lui. Il essaye, il demande à son père de le laisser partir de l'entreprise, de lui redonner sa liberté en fait. Il lui dit écoute, j'ai perdu, laisse-moi racheter mes parts et je m'en vais quoi. Et son père refuse. Il refuse même ce dernier coup de grâce et l'épisode se termine avec Kendall qui est à plat ventre sur un matelas gonflable dans la piscine, qui est visiblement un peu bourré. Il a une bière à la main et dans les dernières secondes, ça dure très longtemps en fait, on le voit allongé sur ce matelas gonflable, il laisse tomber sa bière dans l'eau et ensuite son visage glisse un petit peu dans l'eau et on voit des bulles, donc on sent il a la tête sous l'eau en fait. Et ça se termine comme ça. Et comme on avait une semaine avant le final et qu'il y avait eu en plus cet article où tout le monde se disait peut-être qu'il va quitter la série parce qu'ils ont sorti cet article à ce moment-là, etc. Il y a eu plein de théories sur le fait que Kendall allait mourir. Qu'est-ce que tu pensais, toi, de ces théories ? Moi, je pensais que ça aurait été un peu trop facile. Surtout, j'aurais pensé que le deuil de ça serait trop lourd pour une satire, je pense. Et donc, j'ai jamais vraiment cru qu'il allait mourir. Mais je trouve que la façon dont ils ont géré est bien, bien meilleure que ça. Oui, je pense aussi. Moi, honnêtement, c'est tout de suite ce que j'ai pensé quand j'ai vu cette scène. Je me suis dit, oula, mais il est sous l'eau, là, il faut que quelqu'un aille le chercher tout de suite. Oui, moi aussi. Et c'est vrai qu'après, les théories se sont énormément emballées en ligne. Mais en fait, plus il y avait de théories, plus je me disais, justement, si tout le monde pense ça, c'est que c'est sans doute pas ce qui va se passer parce qu'ils sont plus malins que nous. Mais j'avoue que je ne m'attendais quand même pas à cette fin, à cet épisode 9 qui est vraiment exceptionnel. Justement, on l'a dit, on attendait un peu pendant toute la saison, on se disait, bon, quand est-ce que ça va rebondir ? Ça commence à freiner un petit peu, à ralentir un petit peu. Et en fait, le final déjoue toutes nos attentes en réunissant les frères et sœurs. Shiv et Roman décident de s'allier avec Ken parce qu'ils comprennent que leur père les a doublés, qui compte vendre l'entreprise, ce qui menacerait énormément les 3 enfants, puisqu'en gros, ils sont protégés tant que leur père est chef, mais si c'est quelqu'un d'autre qui est chef, ils vont certainement pas rester dans l'entreprise. Pendant toute la saison, il y a un fil aussi sur justement Madsson, qui est joué par Alexander Skarsgård, qui est le créateur d'une compagnie de tech et qui a énormément de pouvoir. Et à la base, ils veulent peut-être racheter cette compagnie et ensuite ça s'inverse complètement et c'est la compagnie en elle-même qui va racheter Royco, la compagnie de Logan Roy. Et en fait, les enfants pensent que ça ne va pas se faire et ils sont complètement doublés par leur père qui a envie de prendre sa retraite, en fait, très clairement, et qui trouve un portail doré et va pas s'emmerder. À partir du moment où Shiv et Roman comprennent qu'ils ont été doublés et qu'ils sont menacés, ils se rapprochent de Ken, ils mettent un peu tous leurs différends de côté et ils lui disent « il faut qu'on parle, là, clairement, on est en danger ». Et c'est le moment où Kendall craque, après toute cette culpabilité qu'il a accumulée depuis des saisons et le fait d'avoir un peu fait semblant pendant toute la saison qu'il allait bien. Il s'effondre et il leur avoue qu'il a été impliqué dans la mort de ce jeune homme dans la saison 1. I killed a kid. What? I killed a kid, and yeah, they're coming for me. They're gonna come for me. Is this real? What the fuck? At your wedding. What? Or shit. I was fucked up, but I drove, and he saw something, and he snatched at the wheel, and we went into the water, and then I left him in there and ran. It's fucking lonely. Hey. I'm all apart. I mean, if it pleases the court. It sounds like you didn't kill him. It sounds to me like he killed him. Rome, I'm a piece of shit, man. But the road and the water killed him? That's what it sounds like. Ouais, il leur dit carrément, je l'ai tué. J'ai tué un homme, et ils sont un peu genre, oh, what? Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il raconte les détails du truc, et Roman, qui n'a pas de morale, très clairement, lui dit, excuse-moi, mais tu l'as pas tué, en fait. C'est l'eau et la route qui l'ont tué. Mais après, ce qui est vrai, c'est que en écoutant ça, on se rend compte à quel point, justement, le père lui a aussi... Il lui a retourné le cerveau. Voilà, et lui a rajouté une culpabilité. Bon, clairement, il est responsable parce qu'il était ivre et drogué au volant. Il me semble en fait que, effectivement, la manière dont Ken le raconte, on se rend compte que nous aussi, on a un peu intégré ce que Logan avait dit. Et cette idée qu'il était complètement coupable, en fait, sa culpabilité, c'est le fait de n'avoir rien dit. C'est-à-dire qu'il est rentré, il a pris une douche et le lendemain, il a avoué à son père, mais personne n'a jamais su ce qui s'était passé et qu'il était très clairement impliqué puisqu'il était au volant de cette voiture. Mais on se rend compte aussi qu'en fait, c'est un accident qui a très mal tourné et que lui, il s'est monté la tête en se disant qu'il était un tueur, un meurtrier. Oui, parce que son père l'a utilisé. Et d'ailleurs, avant la scène de la piscine dans l'épisode précédent, son père lui ressort ça. Ouais, c'est horrible. Parce que Ken lui dit je suis un mec bien, je suis pas comme toi, je peux pas rivaliser avec toi parce que je suis pas amoral.
Et son père lui dit il y a eu combien de temps entre le moment où la voiture est rentrée dans l'eau et le moment où il est mort. Enfin, il retourne le truc et il utilise complètement ça contre son fils. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, dans la scène où il craque, il n'en peut plus déjà, il est au bout de sa vie, quoi. Mais à un moment, en fait, il y a des employés qui sortent avec des poubelles. Et ça rappelle, évidemment, pour tous ceux qui connaissent la série et à Ken aussi, ça rappelle le serveur en question, celui qui est mort, qu'il avait rencontré alors qu'il sortait des poubelles pendant le mariage de sa sœur. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai lu une interview, je crois, du directeur de la photographie ou du décorateur de Succession qui a dit que ça, Jeremy Strong n'était pas au courant. Et qu'ils ont inclus ça parce qu'ils connaissent sa méthode, justement. Le fait qu'il s'imprègne tellement du rôle qu'il devient Kendall. Et ils savaient très bien qu'en faisant venir ses serveurs avec ses sacs poubelles, ça déclencherait quelque chose chez lui. Et on le voit, en fait, chez Ken, c'est très, très bien joué par Jeremy Strong. Et c'est ça qui déclenche aussi sa confession et ce moment qui, du coup, est très, très émouvant parce que on a vu les 3 frères et sœurs être toujours en tension, à s'envoyer péter. Il y a eu des petits moments, parfois, que je trouvais assez bouleversants, où à un moment, Logan lève la main sur Roman dans la saison 2, et Kendall s'interpose immédiatement, et on comprend que c'est pas la première fois qu'il s'est interposé. Et ces moments de soutien entre les frères et sœurs sont très très rares, parce que le père a toujours tout fait pour les diviser. Et donc, le voir ce moment-là où ils se rejoignent enfin quand Kendall leur avoue tout ça, et voir même Shiv a les larmes aux yeux, elle s'essuie une larme et tout, c'est bouleversant. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont cette complicité que seule une fratrie peut avoir, et même quand ils sont complètement montés les uns contre les autres, par exemple pendant le Kenfest, l'anniversaire de Kendall, ils arrivent à mettre ça de côté 5 minutes pour se souhaiter joyeux anniversaire. Enfin, on sent parfois que le vernis craque et qu'ils ont des petits moments de sincérité. Mais effectivement, cette scène est magnifique. Il y a ce moment où Jeremy Strong tombe à terre, enfin, il s'assoit par terre, et il y a eu ce plan très beau qui a été beaucoup repris, où en fait, Roman pose ses mains sur ses épaules et Shiv pose sa main sur sa tête, et ils sont tous les 3 un peu unis, alors que bon, en plus ils n'ont pas trop de contact physique d'habitude. Ce qui est intéressant, tu le disais, c'est qu'en fait la manière dont Succession est filmée, ils font beaucoup de prises des scènes en changeant à chaque fois plein d'éléments, et ils gardent un peu le meilleur à la fin. Il y a énormément d'improvisation dans la manière dont c'est tourné, et donc il y a notamment la réaction de Jeremy Strong quand les serveurs arrivent, et il y a aussi juste la manière dont ils sont assemblés et dont lui s'assoit par terre, etc. Tout ça, en fait, c'est pas dans le script, c'est vraiment les acteurs qui décident où ils vont se positionner à ce moment-là. Et donc Jesse Armstrong disait que clairement, c'est eux qui ont eu cette idée de positionnement. Et le résultat est incroyable. Et c'est ça, moi, que je trouve impressionnant dans cette série, c'est qu'en fait, on voit la nature improvisationnelle dans beaucoup, beaucoup d'épisodes où il y a beaucoup de répliques qui sortent comme ça. On ne sait pas comment ils vont se positionner. Et en fait, c'est juste brillant. Et on se dit, ça n'aurait pas pu être fait autrement que comme ça, alors que c'est improvisé. Ce qui est intéressant là, c'est que bon, ils ont ce moment de communion, mais que ça va être productif, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont compris que leur père était en train de les trahir. Et pendant toutes les saisons de Succession, Logan a toujours divisé ses enfants. Et là, on comprend pourquoi, nous, pour la première fois aussi, c'est parce qu'on comprend que s'ils sont alliés, ils ont assez de part dans la société pour mettre leur veto sur certaines décisions. Donc le père a toujours eu intérêt aussi à les liguer les uns contre les autres, et surtout à avoir toujours un favori qui déclencherait la colère et la jalousie des autres. Et donc là, pour la première fois, ils sont unis. Et pour la première fois, ils décident de s'unir contre leur père en plus, et d'agir, de se liguer pour agir contre lui et contre sa décision. Et là, la scène dans la voiture, pour moi, c'est c'est incroyable. Extrêmement jouissif, parce qu'en fait, c'est un peu le moment du film de super-héros où tout le monde se mobilise et dit, c'est bon, on va tuer le méchant, quoi. Et Kieran Culkin est tellement bon, là. Mais tellement bon. Il est excellent. Et en fait, on sent cette énergie qui crépite entre tous les acteurs. On sent qu'effectivement, on a été privés un peu de l'alchimie qu'ils ont tous les 3 depuis trop longtemps. Je pense qu'il y a vraiment eu une volonté de recréer ce genre d'énergie qu'il y a dans un film d'action ou dans un film de casse où toute l'équipe s'assemble, parce que vraiment, mais ça fuse quand Shiv dit est-ce que vous êtes prêts à tuer votre père, et il y a Ken qui dit passe-moi le shotgun. Enfin, c'est incroyable. Et après, Roman lui dit est-ce que t'es prêt, et il dit je suis prêt depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Enfin, c'est vraiment qu'une succession de répliques qui, pour moi, font vraiment, je sais pas, j'ai l'impression d'être devant un film avec Schwarzenegger et Stallone, quoi. J'étais trop contente. So, how do we feel about killing Dad? Mixed feelings? Pass me the fucking shotgun. Okay. Rome, you win. Okay. Fuck. Okay. Et bon, après, évidemment, ça va mal finir. Oui. Mais
ces quelques scènes-là sont absolument géniales parce que c'est tout ce qu'on a attendu depuis des épisodes et des épisodes. Et là, enfin, il y a une espèce d'exaltation, mais totale. Oui, parce qu'en plus, on était dans un mode de frustration. Et je pense que ça s'est beaucoup exprimé au fur et à mesure des épisodes. Et j'en parlais tout à l'heure dans les épisodes du milieu, surtout de la saison. Il y avait une frustration générale des fans. Parce que justement, il n'y avait pas ces moments entre les frères et sœurs. Et c'était même difficile parfois de pointer le doigt sur ce qui était frustrant. Et là, en fait, quand on les voit ensemble, on comprend en fait qu'on a été... C'est comme si on nous avait enlevé de la nourriture et que d'un coup, on nous nourrit à nouveau et on est là « Ah, mais j'avais faim !» et vraiment, ça fonctionne extrêmement bien. Bon, le problème, c'est que... Il y a ce moment où ils arrivent, donc ils veulent un peu prendre d'assaut là aussi. Enfin, ça fait un peu, on part à l'assaut de la citadelle, quoi. Ils arrivent dans ce château en Italie où leur père est en train de planifier justement le rachat. Et ils passent de pièce en pièce pour essayer de le trouver. Ils doivent passer un peu par le cerbère, l'espèce de garde du corps horrible là qui ensuite finalement les fait rentrer. Et ils comprennent que leur père les a trahis puisque il a réussi à se mettre d'accord avec leur mère. Leur mère les a trahis, c'est Ouais, voilà. pour Les deux se sont pour alliés. son nouveau mec, quoi. Qui est horrible. Voilà. Pourquoi les 3 enfants ont des parts dans la société ? C'est parce que la mère a négocié ça au moment du divorce. Et elle se remarie là. Et pour garder un appartement à Londres qu'aime beaucoup son nouveau compagnon qui est un espèce de rapace fini. Et pour que lui ait un meilleur positionnement aussi à Downing Street. Voilà, elle doit renégocier le contrat de divorce avec Logan et il en profite en fait pour mettre cette clause qui fait que les enfants n'ont plus ce pouvoir sur la société. Et en fait, eux ne s'en sont pas rendus compte, ne savent pas ça avant d'arriver, mais surtout, en fait, c'est que le père a été informé à l'avance de ce qu'ils allaient faire, et c'est pour ça qu'il a demandé à la mère de faire ça. Donc, ils ont été trahis par leur père, évidemment, mais ça, c'est classique depuis le début. Là, c'est évident. Ils ont été trahis par leur mère, qui est une connasse, mais quand même, enfin, franchement, ça, c'est ice cold, quoi. Enfin, et ils ont été trahis par... Tom Wamsgans. Yes. Le meilleur, qui est en fait le pire. Ouais, mais en même temps, le meilleur. Enfin, non, franchement... c'est vraiment, je l'adore, mais là, j'avoue que je suis un peu vénère contre lui quand même. Non, pas moi, parce qu'avec tout ce qui s'est pris dans la gueule de Shiv, enfin, il a totalement raison, qu'il pense un peu qu'à sa gueule, quoi. Donc, on rembobine un petit peu. Tom, on n'en a pas trop parlé, c'est l'incroyable mari de Shiv, qui est un peu le roturier dans l'histoire. Donc, lui, il s'accroche comme il peut à Shiv et à cette famille, parce qu'on sent que sinon, il a plus rien, quoi. Bah, c'est un Rastignac, il vient du Midwest, mais en même temps, il a les dents qui rayent le plancher et il rêve d'atteindre, il est tout le temps en train de penser, à chaque fois qu'elle parle d'un truc par rapport à la compagnie, il dit « Et moi ? Et moi ?» Et moi, j'en suis où ? Et il est joué par Matthew McFadden, qui, pour les gens qui ont connu la version cinéma de Orgueil et Préjugés, jouait Monsieur Darcy, et franchement, c'est le truc le plus traumatisant du monde, de voir Monsieur Darcy sous ces traits-là, quoi. C'est clair. Et ce qui est intéressant, c'est que Tom, on sent malgré tout que, et je pense que c'est pour ça qu'il est aimé par énormément de fans de la série, c'est parce qu'il a quand même un côté un petit peu plus humain que le reste de la famille, justement parce qu'il n'appartient pas totalement à la famille et qu'on sent qu'il a développé une affection très claire pour Shiv, qu'il l'aime vraiment, même si il est aussi avec elle par intérêt, alors qu'elle, c'est pas son cas. Enfin, je pense qu'elle a une petite affection pour lui qu'elle ne veut pas s'avouer, mais elle est extrêmement cruelle avec lui de base. Mais alors là, dans cette saison, c'est le festival. Je pense que lui, il représente un confort pour elle. Mais je pense que lui veut être plus machiavélique et manipulateur qu'il ne l'est vraiment. Et c'est ça qui est touchant, c'est qu'on sait très bien qu'en fait, il n'est pas du tout au niveau, quoi. Mais enfin, bon, là, on découvre. Mais c'est parce qu'il a pas de pouvoir. Et c'est pour ça qu'il a cette relation fascinante avec Greg, qui est le cousin, qui lui est vraiment, qui débarque au début de la série. Il a trouvé un laquais, quoi. Voilà. Et parce qu'il a trouvé la seule personne qui est en dessous de lui et qui peut martyriser. Et en fait, la manière dont il se comporte avec Greg ne reflète pas du tout la manière dont il se comporte avec les autres, parce qu'il peut pas se permettre d'être odieux avec les autres. Mais Greg, c'est un peu le seul qui peut bisuter. En même temps, ils ont une alchimie aussi tous les deux et une certaine complicité qui se développe. Et c'est ça qui joue un peu à la fin de la saison, c'est que toute la saison, Tom quand même propose de se sacrifier, de prendre tout suite à l'affaire des croisières, d'aller en prison, de se sacrifier pour la famille, et il est persuadé qu'il va finir en prison. Alors qu'il a littéralement rien à voir avec ça, en fait. Hein. Il a hérité du dossier dans la première saison, alors que tout avait déjà été fait, et il fait vraiment un truc sacrificiel. Ouais, il lit tous les blogs sur la prison, et... Le pauvre, il est en train de regarder les menus pour voir comment il va survivre. Et il se prépare à faire du vin dans ses toilettes, et au fait que les toilettes deviennent son meilleur ami. Et pendant ce temps, Shiv n'en a rien à foutre. Elle l'envoie péter à chaque fois, c'est horrible. C'est ça, et donc en fait, pendant toute la saison, Shiv est extrêmement cruelle avec lui, encore plus que d'habitude. Il y a cette scène absolument traumatisante, mais vraiment une scène horrifique. Le dirty talk. Ouais, dans l'avant-dernier épisode où il lui dit « Parle-moi salement », et en fait... Elle lui dit je t'aime pas, voilà. Je suis meilleure que toi, voilà. Je vaux mieux que toi. En fait, elle lui dit la vérité.
you say anything to me, Mistress Siobhan Roy? You're not good enough for me. Oh, right. Oh, But that's why you want me. That's why maybe. you love me, Fuck you. even though I don't love you. C'est absolument traumatisant. Lui aussi est traumatisé et donc on sent qu'il arrive un peu à sa limite. Ouais, et c'est marrant parce que le lendemain, il lui dit parfois, je me dis qu'il faudrait que je croie les choses que tu me dis en face, dans l'intimité. Dans nos moments les plus vulnérables. Voilà, parce qu'elle lui dit non, mais je t'aime pas, mais je t'aime. C'est horrible, c'est absolument horrible. Et donc, clairement, on atteint un tel stade que on comprend pourquoi Tom, à la fin, a fini par la trahir. Parce que même quand elle lui annonce qu'ils vont faire un coup avec ses frères pour reprendre le pouvoir, il lui dit « Et moi, dans cette histoire ?» Elle lui dit « Ouais, je sais pas, on verra plus tard. Enfin, tu seras bien positionné, t'inquiète pas. » Et donc, il a la confirmation, encore une fois, qu'elle s'en fout complètement, qu'elle le mène un peu en bateau. Et donc là, il va voir Greg, son acolyte de toujours, son Sporus. Voilà, parce que plus tôt dans la saison, en fait, il raconte l'histoire justement de Sporus et de Néron, je Néron. Et Sporus, l'empereur avait tué sa femme, avait castré Sporus, il avait sa femme, quoi. C'est ça, et Greg devient son Sporus. Voilà, quoi. exactement. Et donc il lui dit, est-ce que tu veux faire un pacte avec le diable ? Là, j'ai un coup, je peux vraiment nous faire atteindre le sommet, quoi. Et il faut l'avouer que pour le coup, pour la première fois, il est vraiment plus malin que tout le monde. Et il trahit sa propre femme. Mais c'est aussi elle qui est plus conne que... Elle oui, est plus elle conne l'a que ce qu'elle pense. sous-estimée, mais on l'a tous sous-estimée. Oui, mais en même temps, Shiv, vraiment, depuis le début, en fait, elle se pense toujours beaucoup plus intelligente qu'elle ne l'est. Parce que dans la deuxième saison, vraiment, son père, vraiment, l'a trahi à droite et à gauche et elle comprend jamais ce qui lui arrive. Et elle pense vraiment être beaucoup plus brillante qu'elle ne l'est. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, si elle avait réfléchi 2 secondes... Ça fait toute une saison qu'elle le traite comme de la merde. Il lui a dit plusieurs fois, si tu sens un peu les gens, tu sens qu'il va pas bien et qu'il a des doutes sur le couple. Et elle va lui révéler la trahison qui est sur le point d'arriver. Je peux la comprendre parce qu'effectivement, on voit la dynamique qu'il y a dans leur couple et elle s'est habituée à ça. Quoi. Ouais, voilà. Il y a une scène qui, à mon avis, présage vraiment cette trahison. C'est quand Tom rejoint Kendall dans un diner. Et que pour le coup, d'habitude, il est tout le temps un peu là pour nous faire rire, Tom. Et là, c'est une scène beaucoup plus sérieuse où il a l'air extrêmement lucide sur tout ce qui est en train de se passer, où Kendall lui propose un peu de s'allier, etc. Et il lui dit, écoute, je n'ai jamais vu Logan perdre. Et là, on comprend que, pour le coup, il est très lucide sur ce qui se passe et il a très bien analysé la situation. Logan ne perd jamais. Et en fait, il vaut mieux s'allier avec Logan, même si on l'aime pas, qu'avec ceux qui sont contre lui. Et c'est exactement ce qu'il fait à la fin. Oui, après, peut-être que Logan aurait perdu pour une fois s'il n'avait pas trahi Shiv, hein, mais... Peut-être. Mais je trouve que c'est un revirement de situation vraiment brillant. Ah ouais, c'est génial. Moi, au début, j'avoue que la première fois que j'ai vu l'épisode, j'étais même pas sûre que Shiv ait compris tout de suite. Après, en le revoyant, je me suis dit qu'en fait, si. Oui. Elle a un regard, elle a l'air vraiment... Ouais, voilà, elle comprend en fait très vite. Mais ça se joue vraiment, en fait, c'est ça qui est ouf avec cette série, c'est que c'est des regards très rapides. Et même dans la scène où Madsson négocie avec Logan et qu'ils s'échangent des regards pour se faire comprendre qu'il faut que Roman dégage et qu'ils vont avoir la vraie négociation sans lui, j'avais pas du tout capté ça la première fois que je l'ai vu parce que c'est très bref. Et en fait, en le revoyant maintenant, ça saute aux yeux. Bah oui. Mais c'est vrai que ça se joue très rapidement. Et alors là, vraiment, on termine sur Tom qui est au-dessus de Shiv. Sa main posée sur son épaule. On est vraiment dans Le Parrain, quoi. Version Succession. C'est incroyable. J'ai trop hâte de voir la suite. Cette saison, c'était aussi la fiesta des guest stars. On l'a dit, il y a eu Alexander Skarsgård qui est, je trouve, très très bon dans le rôle parce que c'est quand même un mec qui est un viking et qui là se fait passer pour un mec qui est un peu un loser antisocial, qui est tout le temps voûté, qui n'a aucune idée de comment interagir avec les autres. Oui, mais qui a quand même une énorme big dick energy parce évidemment. que non, mais bon, toujours. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il a un côté justement, c'est un dork dans les scènes où on le voit, jusqu'au moment où on le voit face à Logan. Et Logan le comprend tout de suite aussi, et c'est assez brillant la façon dont c'est écrit et joué. Ouais. Ils comprennent tous les deux qu'ils ont trouvé leur égal. Et d'ailleurs, à un moment plus tôt, Logan demande à Roman, est-ce que c'est un clown ou est-ce que c'est un serpent ? Et il dit, parce que moi, un boxeur, c'est bon, je peux le prendre, y a pas je peux retourner les coups. Mais par contre, un clown, je sais pas gérer. Ouais. Et en fait, il voit tout de suite que c'est pas un clown, et que c'est un mec, au contraire, qui est à son niveau de manipulation et d'intelligence de business, quoi. Ouais. Bah ouais, parce que son langage corporel est totalement différent quand il mène cette négociation avec Logan, alors qu'il est tout le temps voûté, les mains dans les poches, vraiment un peu dépité.
Et là, effectivement, on voit le Alexander Skarsgård que nous, on connaît dans cette scène où là, tout de suite, il a un charisme époustouflant. Enfin, c'est vraiment une très, très bonne performance, je trouve. Et pourtant, il n'a pas beaucoup de scènes, mais il est excellent. Il y avait aussi Adrien Brody dans un épisode qui joue un des actionnaires, qui est aussi un mec de la tech, un peu fuckboy. Et franchement, moi, j'ai adoré sa performance. Ouais, non, c'est très bon. Et puis surtout, ils ont vraiment bien choisi non seulement sa maison, parce qu'il force Logan et Ken à venir chez lui à Long Island, mais aussi même sa tenue. Ça a été vachement commenté sur Twitter, mais il est vraiment habillé. Il a genre 15 couches avec un sweat à capuche. Voilà, et enfin vraiment, il a le look du teke new-yorkais, quoi. Parfait, enfin très très bon. Ils ont aussi réussi à trouver tous les acteurs qui font plus de 2 mètres pour les mettre dans Succession. Si tu fais moins d'1m80, tu peux pas être casté dans cette série. Ouais, Safroman. Ouais, voilà, c'est ça, qui lui fait moins d'1m50. Et enfin, il y a aussi Sana Lathan qui n'est pas beaucoup là, mais qui joue l'avocate de Kendall, qui est très prisée, puisque même Logan voulait l'embaucher avant que Kendall réussisse à le doubler. Sana Lathan qui est connue pour son rôle dans Love and Basketball. Enfin, ouais. C'est un de mes films romantiques préférés. Mais... Ouais, et qui est vraiment excellente, et c'est dommage qu'on la voit pas plus parce que au final son rôle n'aboutit pas à grand chose, mais les quelques scènes qu'elle a, notamment quand elle dit à Kendall je prends pas les requêtes parce que je suis pas un DJ, c'est vraiment, elle a juste quelques répliques, mais elle est très 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 bonne, et je regrettais un petit peu qu'elle soit pas plus là, même si son arc et la manière dont au final tout le monde se fout d'elle, quoi, c'est-à-dire que Kendall, surtout Kendall, quoi. Ouais, voilà. J'avais une question qui ne concerne pas les guest stars, mais un des personnages principaux. Où est-ce que t'en es avec Cousin Greg ? Parce que moi, je me souviens qu'au tout début, évidemment, c'est celui qu'on aime bien parce qu'on rentre dans cet univers grâce à lui. C'est un grand neuneu, hein. Enfin, pour resituer, c'est un grand teubé, quoi. Grand, déjà, et aussi teubé. Et qui est vraiment un peu l'innocent, qui se fait bisuter par tout le monde pendant toute la saison. Donc, on l'aime bien parce qu'il paraît moins cruel au final que tous les autres et qu'il n'est pas aussi corrompu par le monde dans lequel il est. Mais moi, je n'en peux plus de lui. Je sais que c'est un fan favorite, mais en fait, je trouve que c'est devenu un des pires personnages, pas pire dans le sens où il me divertit pas, mais vraiment dans les plus odieux. Ah, je sais pas si c'est un des plus odieux. Le mec décide de poursuivre Greenpeace en justice quand même. C'est vrai. Of a development. Apparently, I can't technically sue Ewan while he's still alive, but I can sue Greenpeace. You're going to sue Greenpeace? Like your style, Greg. Who do you think you're going to go after next? Save the children? Et de poursuivre en justice son propre grand-père parce que finalement son grand-père veut pas lui donner d'argent. Il est devenu pour y gâter en fait, et on sent évidemment, la série veut montrer que très vite ce monde lui montait à la tête. Perverti, mais dès le début, de toute façon, il était comme ça. En fait, c'est que on le trouvait sympathique parce qu'il était bête et qu'il avait un côté grand, benet, naïf, quoi, dans ce monde de requins. Il s'en est toujours très bien sorti. Oui, c'est lui qui garde les documents de la croisière. Et Non, et puis il a toujours rattaché son wagon à quelqu'un. Il a toujours été très malin. Je me souviens quand j'avais revu la série avec ma mère, elle était là, mais lui, il est plus malin que ce que tu penses et tout ça. Ah ouais, c'est sûr. Il y a plein de petits moments comme ça où dans la saison 2, il critique le champagne qu'on lui donne en disant « ouais, j'en ai eu des meilleurs ». Là, il passe toute la saison à craquer sur une meuf, et en fait, dès qu'il a un date avec elle, voilà, il veut plutôt aller choper une duchesse parce qu'il se dit finalement, celle-là, elle est pas assez bien pour moi. Et il y a plein de moments comme ça qui illustrent à quel point il devient il est perverti, quoi. Ouais, voilà. Et donc sur moi, ça fonctionne très bien, c'est-à-dire que j'ai envie de lui coller des baffes tout le temps, alors que je l'aimais beaucoup au début et je voulais lui faire des câlins. Maintenant, je le déteste. Mais tu le détestes, mais pas au sens où t'en as marre de ce personnage. Non, c'est ça ce que je disais. Pour moi, c'est pas que le personnage n'est pas divertissant, c'est juste que l'attachement que j'avais pour lui a totalement disparu. Alors que par exemple Connor, qui pour moi était le plus exécrable de toute la bande, qui est le frère aîné, maintenant j'ai une petite affection pour lui. Oui, mais il est trop drôle. Ouais, voilà. Et parce qu'il est tellement inoffensif, il est con, quoi. Vraiment, il est génial. Et vraiment, et pareil. Attends, méfie-toi, je suis sûre qu'il va finir à la Maison Blanche. Il va finir clairement, il veut être président et il va finir soit à la Maison Blanche, soit clairement avec une position politique. Ça m'étonnerait pas du tout. Mais l'acteur est aussi très très bon parce qu'il a pas beaucoup de scènes, il est pas toujours présent justement avec le reste du casting. Mais quand il est là, je trouve qu'il arrive en très peu de temps et avec quelques répliques à voler la vedette à tout le monde. Il est excellent. On vient de finir la saison 3. On sait que l'équipe envisage de faire 4 ou 5 saisons. Jesse Armstrong a dit qu'il avait déjà un pitch pour comment la série allait se terminer et qu'il avait déjà un pitch pour la saison 4. À ton avis, où est-ce que la série pourrait aller dans la prochaine saison ? Je pense que ça va être les enfants face au père.
Mais je pense qu'il faut pas qu'on soit dans l'illusion que ça y est, les enfants sont tous les trois hyper unis et qu'ils vont pas être manipulables et vont pas se retourner les uns contre les autres parce que c'est leur fonctionnement naturel dans la famille. Après, ceci dit, je pense vraiment que ça va être la dynamique, ça va être eux face à leur père. Moi, je pense que ça va être Captain America Civil War, Mais où ça va être eux. Non, mais ça va être eux contre Logan, Tom et Greg. Oui. C'est incroyable. Oui. Moi, je suis trop à fond. Oui, mais justement, je pense pas que ça va être aussi facile que. Enfin, Oui, je pense bien qu'au sûr, final, bien sûr. tu vois, il va y avoir des. Mais moi, j'ai tellement hâte de voir juste. Surtout parce que Shiv et Tom, à la fin, dans la dernière scène, il fait un bisou et tout ça, comme si tout allait bien et comme si elle n'était pas censée avoir capté qu'il venait de la Ouais, c'est trahir, ça. en fait. Donc tu te dis. Bah parce que leur mariage va continuer, en fait. C'est Voilà, ça le truc. C'est le que ça statu va quo pas... va. Ouais. Ça va être intéressant, je pense. Roman s'est écroulé, là. À la fin, en fait, c'est facile de le louper, mais dans la dernière scène, il est littéralement en pleurs sur le sol. Et Et lui, il y je a pense d'ailleurs que. la scène des trois où ils étaient tous les trois en contact est reproduite, puisque là, c'est Oui, c'est Kendall Kendall qui a qui- ses mains sur ses épaules. Bon, je pense que le scandale du serveur va sortir parce que là, il y a un podcast qui est en train d'être fait sur ça, justement. Mais après, honnêtement, je vois pas la série se finir bien pour eux, quoi. Enfin, je pense pas, vu que c'est une satire et tout ça, je pense pas qu'ils vont trouver le bonheur à la fin. Oui, non, je pense pas non plus. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de critiques sur le fait que la saison 3 était censée être celle où Kendall allait réussir à attaquer son père en justice avec toutes ces histoires, ou en tout cas, elle traînait devant les tribunaux. Il s'est rien passé. Il y a eu des gens qui étaient déçus, justement, qu'il ne se passe rien, alors qu'on nous avait un peu teasé là-dessus, mais pour moi, c'est exactement le propos de la série, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais aucune conséquence Bah oui. vraiment sérieuse. Et je pense aussi que pour le serveur, ce sera pareil, qu'il n'y aura pas vraiment de conséquences. Les conséquences, en fait, elles sont psychologiques, elles sont morales, elles sont peut-être un petit peu politiques, mais au-delà de ça, globalement, ils sont tout puissants. Ils peuvent tout se permettre. Moi, je pense vraiment que Connor va devenir président. Mais ça, j'en suis pratiquement persuadée, quoi. Mais après. Je me demande si c'est pas un peu trop facile, mais en tout cas, clairement... il va être dans la campagne. Ouais, voilà, il sera dans la campagne et... Là, littéralement, il y a une élection présidentielle et ils ont sélectionné un mec qui est d'extrême droite pour le soutenir. Mais Connor veut se présenter aussi, donc je pense qu'il va y avoir quelque chose à ce niveau-là aussi. On a décidé de ramener une petite tradition de notre autre podcast, Ami. C'est d'élire le MVP, donc le Most Valuable Player, le personnage qu'on préfère, qui a un peu gagné la saison pour nous. C'est qui ton MVP, Marie ? J'aurais dit Roman, mais en fait, je pense que ça va être Madsson, parce que je pense, selon la définition du Most Valuable Player, c'est celui Ouais. qui gagne, en fait. C'est clair. Madsson, c'est le grand gagnant, quoi. Ouais. Et justement, parce que cette scène avec le père dont on parlait est vraiment très impressionnante, parce que d'un coup, tu comprends, t'es là, ah ouais, le mec, il est pas là pour rigoler, et il est au niveau, quoi. Et je l'ai trouvé vraiment très, très bien, et enfin, pour moi, c'est vraiment l'underdog que tu vois pas venir, mais qui te retourne toute la situation. La compagnie va lui appartenir, là, donc on va le voir beaucoup, beaucoup plus, je pense, dans la saison 4. J'ai très hâte. Et toi, c'est qui ton MVP ? Alors moi, je sais pas si c'est le MVP de la série, mais c'est mon MVP perso, c'est Willa. Ah. La future femme de Connor. Quand elle lui dit Fuck it, Fuck c'est it. génial. Ça peut pas être si mal que ça. Ouais, puisqu'il lui demande de l'épouser. Voilà, et elle hésite pendant très très longtemps. Pour resituer, Willa, à la base, elle est embauchée un peu comme escort girl par Oui, Connor. c'est une call girl à la base. Voilà, elle a des aspirations de dramaturge, elle travaille sur des pièces de théâtre, mais en vrai, pour l'instant, ça n'a pas trop décollé. Et elle espère en fait être entretenue par Connor tout en poursuivant un peu ses aspirations culturelles, artistiques. Mais on sent qu'elle le méprise profondément, ce qui est tout à fait compréhensible. Et donc, quand il lui demande de se marier, on sent qu'elle n'est pas hyper chaude. Et puis finalement, à la dernière minute, elle se dit pourquoi pas, sachant qu'elle pourrait peut-être devenir première dame. Ouais, mais attends, tu vois vraiment sa tête qu'elle a vraiment pas envie. Mais oui, non, mais moi, je la trouve géniale, en fait. Déjà, quand elle lit les critiques de sa pièce sur le yacht dans la saison 2 et qu'elle jette l'iPad sur lequel il y a la critique à la mer. En fait, j'adore Willa parce que, bon, déjà, elle est magnifique. Et parce que, en fait, on sent qu'elle elle est complètement vendue, comme tous les gens de cette famille, mais en même temps, elle les méprise ouvertement. Ouais. Elle ose vraiment parfois leur parler ou elle est très sarcastique avec eux. Et donc, moi, je trouve que c'est un rayon de soleil dans cette série et je lui souhaite tout le meilleur avec Connor. On va aussi élire la meilleure réplique de la saison. Il y en a énormément, franchement, je ne sais pas si c'est possible d'élire la meilleure. Justement, il y en a tellement, mais je pense qu'un des moments qui m'a le fait le plus rire, et c'est pas forcément une réplique, mais c'est en fait le dernier épisode s'ouvre sur Logan qui est en train de lire dans un livre d'enfant, genre un livre d'images, à son petit-fils, donc le fils de Kendall, parce que Kendall est à l'hôpital, il vient de tenter, enfin on pense qu'il a tenté de se suicider. Et littéralement, j'étais en train de me dire, mais c'est bizarre, le fils, il a genre 12 ans et il est en train de lui lire un livre à images, quoi.
Et il est très doux, tu vois, et d'un coup, il se tourne vers lui et dit « Mais t'es pas un peu trop jeune, un peu trop vieux pour ça ?» Et enfin, cette scène m'a fait mourir de rire. C'est pas une super réplique, mais c'est juste la scène m'a fait beaucoup, beaucoup rire, parce qu'en plus, tu vois pas Logan être doux très souvent. Ouais. Et le retournement m'a fait vraiment beaucoup rire, quoi. Intéressant comme choix. Ouais, et toi? Merci. Moi, j'hésite entre deux. Je pense que le Grand Prix, c'est I Would Like Some Suck Suck on My Dicky Dick de Connor, qui a été traduit dans les sous-titres, je crois, par Je veux qu'on me suce les bouboules, mais qui retranscrit pas vraiment la poésie. Ouais, mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal, mais on n'est pas au niveau vraiment de lyrisme absolu de la version originale. Et après, un peu comme toi, il y a juste une scène qui m'a fait mourir de rire, et c'est très très sombre, mais c'est quand ils sont à une espèce de réception pour la droite américaine, où ils sont entourés de fachos, pour justement un peu décider qui va être le prochain candidat à l'élection. Et Tom dit à Greg, t'inquiète pas Greg, c'est juste un super safe space où tu n'es pas obligé de faire semblant que tu as aimé Hamilton. Et ce qui est génial, c'est la suite où Greg lui dit mais j'adore Hamilton, et Tom lui fait oui bien sûr, moi aussi. Et c'est d'un cynisme vraiment mais absolu, j'adore. Et ce que j'adore aussi, c'est en fait, il trouve, un peu comme Tom Haverford dans Parks and Rec, il trouve tout le temps des surnoms à plein de trucs, mais sauf que là, c'est beaucoup plus dark. Et par exemple, à un moment, il demande à Greg s'il a eu des messages des autres assistants de l'entreprise, et il dit ouais, je suis allée sur Lackey Slack, qui est donc le Slack des laquais. J'aime bien ce genre de. Il y a un moment aussi, il faut regarder les fonds d'écran des portables quand les gens s'appellent entre eux, parce que quand Logan appelle Shiv, en fait, le personnage qui s'affiche, c'est Saddam Hussein. C'est une c'est vrai, j'avais pas vu. C'est dans le premier ou le deuxième épisode, en fait, il y a marqué Dad, et c'est une photo de Saddam Hussein qui s'affiche. Oh, et il y a plusieurs moments comme ça où ils ont des blagues sur le téléphone. Ouais, le fond d'écran de Roman, c'est lui qui fait un doigt d'honneur, je crois. Ouais, voilà. C'était PIC TV. Merci Marie. Merci Anaïs. Et merci les Pickies de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et une petite déclaration d'amour. Nous aussi, on aimerait des suck-suck on notre Dicky Dick. Et si vous avez aimé cette plongée détaillée dans la saison 3 de Succession, n'hésitez pas à écouter notre autre podcast, Amis, dans lequel on redécouvre actuellement Twin Peaks. Marie pour la première fois, moi pour la millionième fois. À très vite. Salut.